Alors, on continue dans l'évaluation des manifestations cliniques de la dénutrition chez notre personne âgée. Les ongles, la cavité buccale, c'est des endroits qu'on peut regarder puis on peut voir des trucs qui vont nous dire mon patient a peut-être des carences en X, Y ou Z. Alors, les ongles qui sont cassants, qui sont striés, qui sont de forme concave, donc au lieu d'être ronds, sont plutôt concaves. Je sais pas comment autre expliquer ça. Ça peut être des carences en fer, des carences en zinc, des carences en vitamine A, en vitamine B, en silicium et encore en protéines. Vous allez voir que les protéines, ça revient souvent là. Ah, protéines. Les gencives, si on regarde, tantôt j'ai parlé de prothèses dentaires, mais si on regarde à l'intérieur de la bouche de nos patients, si les gencives sont enflées, c'est sûr que ça peut être des signes de gingivite, mais ça peut être aussi des signes de carence en vitamine C. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas aussi répandu qu'avant parce que la vitamine C s'est ajoutée dans toutes sortes de trucs maintenant, là, mais quand même. Est-ce que la langue est inflammée? On appelle ça une glossite. Euh, Premièrement, une glossite, ça donne pas envie de manger parce qu'une langue qui est inflammée, vous savez que nos papilles gustatives sont sur la langue. Donc, si la langue est inflammée, on goûte moins bien. Des fois, ça brûle si on mange sur une langue qui est inflammée. Et en plus, ça peut être un signe de carence en fer. Donc, encore un patient anémique. Les patients anémiques ont tendance à être plus fatigués, plus léthargiques. Donc, ça va avoir un gros impact là, sur leur état de santé général. Puis là, je l'ai dit, l'atrophie ou la diminution de nombre de papilles gustatives fait que les personnes âgées goûtent moins la nourriture. Puis si la nourriture qu'on leur sert, elle est fade en plus, ben c'est sûr que c'est pas intéressant à manger. Dans les mesures anthropédiques, c'est sûr, anthropométriques, ça doit valoir beaucoup de points sur Scrabble. C'est sûr que les mesures que nous, on est plus, tu sais, on va plus à l'avant d'eux, le poids puis la grandeur. Nos patients arrivent à l'hôpital, c'est une des premières choses qu'on va faire. On va les peser, on va les mesurer. Souvent, c'est pour le calcul de la médication, mais c'est aussi pour avoir une donnée de base. Combien que mon patient pesait quand il est arrivé? Est-ce que depuis qu'il est chez nous, il perd du poids ou il gagne du poids? Ça a un gros impact. Donc, dès que nos patients arrivent à l'hôpital ou en CHSLD, on va les peser, les mesurer. Une perte involontaire, là, ça veut dire, là, c'est pas je suis au régime et j'essaye de perdre du poids, là. C'est j'ai perdu du poids et je sais pas trop pourquoi. Une perte de poids de plus que 5% en un mois, c'est considéré un signe de dénutrition. Une perte involontaire de plus de 10% en 6 mois, c'est aussi considéré une, une, un risque de dénutrition ou un patient qui est à risque de dénutrition. Là, je vous ai mis la formule là, pour calculer le pourcentage de perte de poids. C'est pas quelque chose qu'on vous demanderait de recracher en examen. De toute façon, ça va être des travaux de session que vous allez avoir, il n'y a pas des examens. Donc, c'est pas quelque chose que je m'attends que vous sachiez par cœur, mais on vous la donne, la formule. Là. Si vous avez un doute que votre patient a perdu beaucoup de poids depuis qu'il est à l'hôpital, ben ça vaut la peine de calculer en pourcentage combien que ça fait, parce que ça va avoir du poids dans vos arguments quand vous allez appeler la nutritionniste et dire, écoute, je pense que monsieur untel est dénutri, il est rentré ici avec un poids X, il pèse maintenant Y, il a donc eu une perte de poids de tant de pourcents depuis qu'il est arrivé, puis ça fait 1, 2, 3, 4 semaines. Euh, la nutritionniste va vous prendre beaucoup plus au sérieux si vous avez des données objectives comme ça à lui donner. Alors, le poids, la taille, c'est sûr que le poids, quand on parle de prise de poids ou de perte de poids, on ne va pas peser quelqu'un à tous les jours à l'hôpital. Ça donne rien. Si on veut voir si quelqu'un perd ou prend euh, du poids alimentaire, là, pas du poids, je retiens l'eau parce que je suis insuffisant cardiaque ou je suis insuffisant rénal, là. Mais un poids, je mange pas assez puis je perds du poids. Une fois par semaine, c'est la norme. On va peser nos patients qu'on suspecte qu'ils sont à risque de dénutrition une fois par semaine pour voir est-ce qu'ils perdent ou est-ce qu'ils gagnent du poids. L'IMC aussi, ça donne quand même une bonne idée de est-ce que mon patient est
est dénutri ou pas? Puis en plus, est-ce qu'il est à risque accru de problèmes de santé autres? Parce qu'on sait que quand on est à l'extérieur de notre IMC poids santé, là, ou normal, on est à plus haut risque de développer des problèmes de santé. Autant si notre IMC est trop bas, en bas de 20, ou notre IMC est trop haut, en haut de 27, les deux augmentent les risques que ces patients-là développent des problèmes de santé. Nous, dans le cas de la dénutrition, ça serait un IMC qui est trop bas qui nous intéresserait. Mais un IMC qui est trop haut, ça a aussi un impact sur la santé. Dans les mesures arthropédiques, puis là encore anthropométriques, arthropédique, je sais pas pourquoi j'ai pris ça ce mot-là. Anthropométrique, c'est pas des trucs que vous allez mesurer, mais juste pour que vous sachiez que ça existe. Le pli cutané tricipital, le PCT, c'est quand on mesure, puis on va souvent faire ça dans le triceps, c'est là où la masse adipeuse est le plus facile à mesurer. Et ça se fait avec une espèce de petite pince. Donc, si vous demandez à votre nutritionniste de venir faire une évaluation complète nutritionnelle de votre patient, c'est probablement quelque chose qu'elle va faire. Elle va mesurer la circonférence brachiale ou même des fois, on va mesurer la circonférence du mollet. C'est pour voir la substance musculaire. Est-ce que votre patient a beaucoup de muscles ou pas de muscles du tout? Puis, ça se reflète bien dans le biceps et ça se reflète bien dans le mollet aussi. Dans les examens paracliniques, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux-là qui vont vous intéresser le plus. Il y en a 4 qui sont vraiment intéressants au niveau de la nutrition. On parle de l'albumine, la préalbumine, la transférine puis la protéine C. Les 3 premiers sont des indicatifs de l'apport nutritionnel, de l'apport en protéines, tandis que le dernier va plutôt être un signe de est-ce que mon patient souffre d'un problème inflammatoire en ce moment et ne serait pas en mesure d'absorber la nutrition qu'on lui donne. Donc là, ça irait dans l'autre sens. Alors, si on parle d'albumine, on parle d'un indicateur de carence en protéines, mais qui est plutôt un indicateur à très long terme. Donc, parce que la demi-vie de l'albumine, elle est très longue. On parle de 17 à 20 jours. C'est énorme. Donc, si l'albumine de votre patient était basse, ça pourrait être un signe qu'il y a plusieurs semaines, voire quelques mois, on avait une alimentation qui était inadéquate en protéines ou un apport en protéines qui était inadéquat. J'ai mis aussi qu'une augmentation d'albumine, ça peut être un signe de déshydratation. Donc, puis j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, que la déshydratation, c'est aussi problématique chez la personne âgée que la dénutrition. Donc, un albumine qui est trop bas, c'est signe de malnutrition, mais c'est un signe qui est quand même, c'est pas un signe précoce. C'est quelque chose que ça fait longtemps qu'il est installé ou que ça fait longtemps que c'était problématique parce que la demi-vie est trop longue. Tandis que la préalbumine, je les ai pas mis dans l'ordre, je sais pas, j'ai mélangé mes vignettes, mais la préalbumine, c'est aussi une protéine ou un signe que l'apport en protéines est inadéquat, mais parce que la demi-vie est beaucoup plus courte, ça nous donne une idée que l'apport en protéines, c'est là, c'est maintenant que c'est pas bon. C'est pas là 3 semaines, 4 semaines. C'est maintenant que ça va pas. Et c'est aussi utilisé pour voir l'efficacité de ce qu'on fait pour nos patients. Ce qu'on a ajouté dans son alimentation, ce qu'on a amélioré dans son alimentation, est-ce que ça va augmenter sa préalbumine? Puis on va le voir assez rapidement, ça. Alors, si on revient à la vignette d'avant, la transférine, c'est une protéine qui transporte le fer. C'est pour ça que la transférine, on voit souvent ça dans les examens qui sont demandés chez nos patients qui sont anémiques. Mais c'est quand même une protéine qui transporte le fer vers les intestins pour que le fer soit absorbé. Et encore là, si la transférine est trop basse, c'est probablement un signe que l'ingestion de protéines, elle est inadéquate. Et c'est encore meilleur que l'albumine
parce que la demi-vie est de 7 à 10 jours. Donc, c'est probablement pour ça que je l'avais mis dans cet ordre-là, parce que l'albumine, c'est de 17 à 20 jours, la transférine, c'est de 7 à 10 jours, et la préalbumine, c'est 2 jours. Donc, je les avais mis en ordre de longueur. Plus que la demi-vie, elle est courte, plus c'est un indicatif maintenant là, de ce qui se passe au niveau nutritionnel. La protéine C réactive, on le sait, un peu comme la vitesse de sédimentation, c'est un signe qu'il se passe quelque chose au niveau inflammatoire. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur l'alimentation, mais ça pourrait. Si on parle de une augmentation de CRP chez un patient qui fait de l'arthrite, bien, il est peut-être en train de faire une crise de polyarthrite rhumatoïde et donc là, ça aurait un impact sur son appétit, sur sa capacité à manger puis à se nourrir parce que ses mains sont endolories, ou ça pourrait être un signe d'inflammation au niveau du système digestif qui ferait que les aliments seraient moins bien digérés, moins bien absorbés. Donc, il faut trouver, quand on a une protéine C qui est élevée ou une vitesse de sédimentation qui est élevée, il faut trouver c'est quoi la cause de l'inflammation et voir est-ce que ça a un impact sur la nutrition de notre patient. Les tests de dépistage, on les a vus dans les outils d'évaluation. Donc, on parle du MNA ou du DNA, c'est la même chose. Ces tests-là devraient être faits au moins à l'arrivée du patient quand il arrive à l'hôpital, donc à son entrée, au moins une fois, et par la suite, au besoin. Disons que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que le patient est à l'hôpital, puis il avait bien coté au MNA quand il est rentré, mais vous avez quand même des doutes au bout de 3 semaines qu'il se passe quelque chose, vous pouvez le refaire. Ce n'est pas un test qu'on dit, on fait ça une fois, puis après ça, ça ne change plus. Là. Ça peut être fait au besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme intervention au niveau soins infirmiers? Parce que là, je veux dire, on est là pour apprendre à être infirmière. Outre l'évaluation, outre l'observation qu'on vient toutes de voir, à partir du moment où notre patient a un problème de dénutrition ou de malnutrition, c'est qu'on va essayer de les encourager à manger les aliments qu'ils ont envie de manger. Donc, chaque bouchée qu'ils vont mettre dans leur bouche, elle va être importante. Plus que la nourriture qu'ils vont manger va être attrayante, va être à leur goût à eux, mieux ça va être. On va souvent leur suggérer de prendre plusieurs petits repas. C'est pour ça qu'à l'hôpital, il y a tant de collations. Tu sais, tu déjeunes le matin, tu as une petite collation dans l'avant-midi, tu dînes, tu as une petite collation dans l'après-midi, tu soupes, tu as une petite collation le soir. C'est prouvé que c'est mieux de manger plusieurs petits repas que de manger 3 gros repas. On va essayer de leur demander de privilégier les aliments qui contiennent beaucoup de nutrition. Tantôt, je disais, la petite madame qui mange des toasts le matin, si elle met du fromage ou un œuf sur ses rôtis, bien déjà là, on a augmenté exponentiellement son apport en nutrition. Les noix contiennent beaucoup de protéines. La viande, c'est sûr qu'il y a des patients qui vont trouver que la viande, c'est plus difficile à mastiquer, puis ils ont peut-être moins envie, mais il y a quand même beaucoup de protéines. Les boosts de ce monde, tu sais, c'est plate à dire, mais un petit boost dans sa journée, si au moins la personne apprend juste un boost, ben dans ça, il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de vitamines. On va augmenter leur alimentation en leur offrant ce genre de trucs-là. S'assurer qu'on ne mélange pas toute la nourriture ensemble, tu sais. Les patates, les légumes sur un bord, puis la viande sur l'autre. Si on mélange les trois ensemble, la texture est bizarre, le goût est bizarre. Faut que ça soit attrayant ce qu'ils mangent. Et là, je vous ai laissé des petites lectures à faire dans votre Louis. Et il y a des questions de Madame Rose Leblanc à la page 318-319. Puis je pense que j'ai le corrigé de ça, puis je vous le mettrai sur Léa là, éventuellement. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir!